première chose que je vous soumets, première affirmation qu'on entend des bistrots jusqu'au plateau de BFM, on n'a rien fait depuis 40 ans contre le chômage de masse. Il faut que ça change. Au moins avec Macron, les choses bougent. C'est faux, c'est faux. Il y a plein de choses qui ont été faites. Au début, le patronat, dans les années, fin des années 70, début 80, demandait plus de flexibilité déjà. Donc on a créé les CDD, l'intérim, les stages, pour donner justement un volant de flexibilité, alors qu'avant, il n'y avait que les CDI. Et ces contrats ont été utilisés massivement. Aujourd'hui, les premières embauches se font majoritairement en CDD. Les stages ont été multipliés par 3 ces 30 dernières années. Donc vraiment, il y a eu un recours massif à ces contrats précaires. Et ces contrats précaires n'ont pas permis de faire baisser le chômage. Bien au contraire, le chômage a fortement augmenté. Et puis ensuite, vous avez la Commission européenne qui note les réformes qui ont été faites. Vous regardez entre 2000 et 2013, il y a eu 165 réformes sur le marché du travail, sur les champs relatifs au marché du travail. Sur la seule protection, vous en avez eu 17. Donc il y a déjà eu des réformes visant à assouplir le marché du travail, sauf que il n'y a jamais eu de bilan qui a été tiré sur cette aventure. Et si on tirait un bilan, on verrait que oui, on a plus flexibilisé et le chômage n'a pas diminué. Dans certains pays, il a diminué parce qu'on a transformé des chômeurs en travailleurs pauvres, mais dans tous les pays de manière générale, même les pays où le chiffre en lui-même n'a pas diminué, vous êtes sûr que vous avez une armée de travailleurs précaires qui arrivent suite à ces réformes visant à assouplir le marché de l'emploi. Dire qu'il n'y a pas eu de réforme quand on regarde ça, c'est parfaitement faux. Et la majorité des réformes, alors il y a eu les 35 heures qui étaient plutôt une réforme en faveur des salariés, mais la majorité des réformes, c'était pour faciliter les licenciements, la rupture conventionnelle, etc. Ce n'était pas des réformes visant à donner plus de protection aux salariés. Et là, on a été encore plus loin avec la loi El Khomri, et puis avec la loi XXL, la loi travail XXL, et on rejoint l'Italie, l'Espagne. Et vous regardez en Italie et en Espagne, ils ont fait des super Job Act. Les chiffres ne se sont pas forcément améliorés. Il y a toujours 18% de chômage en Espagne, 12% de chômage en Italie, alors même qu'Emmanuel Macron regarde l'Italie en disant que c'est presque un exemple à suivre, en parlant du contrat de chantier, notamment qui existe en Italie, qui a été abandonné. Alors pourquoi on veut le faire chez nous s'il a été abandonné en Italie? Tirons le bilan de l'aventure italienne pour voir si on doit le faire chez nous. Non, il ne faut pas tirer de bilan, il faut toujours aller dans le même sens. Voilà, c'est la seule chose qu'on nous dit. Alors, affirmation annexe à celle que vous venez d'examiner. La dérégulation du marché du travail favorise les jeunes, les outsiders, les premiers entrants sur le marché du travail. En facilitant la possibilité de licencier, on détend les patrons et on aide l'emploi à repartir. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Mais c'est exactement ce qui a été fait quand on a créé le CDD. Le CDD, c'est les patrons vraiment qui le voulaient. Ils disaient, écoutez, on ne veut pas embaucher quelqu'un tout de suite en CDI, on va créer un CDD voilà, qu'on peut renouveler une fois, et puis comme ça nous laisse une période d'essai, puis ensuite on le prendra en CDI. Mais en réalité, on s'est rendu compte que le fait que les patrons utilisent et beaucoup recours au CDD n'a pas fait baisser le chiffre du chômage. Donc dire aujourd'hui qu'il faudrait aller plus loin et ressortir cette espèce de vieille, ce mythe, disant que c'est parce qu'on peut plus facilement licencier qu'on va pouvoir embaucher, non, puisqu'on a créé les stages, les intérims et le CDD pour ça. Alors pourquoi on ne tire pas un bilan de ça? Ça, moi, qui m'embête, c'est qu'il faut toujours aller plus loin parce qu'on n'a pas été assez loin, parce que si on va plus loin, ça marchera. Non, commençons par tirer un bilan et après on verra. Non, il faut aller plus loin. Et donc bientôt, il y aura plus de CDI, on sera tous en CDD ou des auto-entrepreneurs et on dira, non, il faut encore aller plus loin. Enfin, c'est complètement ridicule. Enfin, moi, ce que je dis, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est pour que les citoyens n'acceptent plus. C'est-à-dire qu'ils se disent, on me dit ça, donc qu'est-ce qui a été fait avant? Si ça a été fait avant et que ça ne marche pas, pourquoi on me dit ça? Et pourquoi j'accepte ça? Et que le citoyen, il se réarme pour dire aux politiques, non, expliquez-moi pourquoi ça n'a pas marché avant et pourquoi on doit prendre cette voie-là. Et si je ne veux pas prendre cette voie-là, prenons une autre voie. Alors, autre grand argument qui tourne en boucle, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais en réalité depuis très longtemps, les Français détestent les réformes. C'est ce que Emmanuel Macron, le président de la République, répétait à Budapest, à l'étranger en plus, l'été 2017. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une spécificité française à cet égard? Est-ce qu'il y a, comme Denis Oliven pouvait l'écrire en 1994, Denis Oliven qui était à l'époque à la Fondation Saint-Simon, est-ce que c'est vrai qu'il y a une préférence française pour le chômage? Non, c'est faux. Enfin, il y a eu des réformes sur tous les pans de l'économie. Il y a eu toute une partie des entreprises qui ont été privatisées.
vous avez eu des économies qui ont été faites sur la dépense publique, vous avez le marché du travail qui a été flexibilisé, enfin, il y a eu tout un tas de choses. Vous avez l'État qui est devenu de moins en moins un État stratège et qui est devenu plutôt un État pantouflard, qui n'a plus de vision de long terme. Donc vraiment, la France a quand même depuis longtemps pris le pas des réformes et des réformes libérales et de la mise au pas que nous imposerait soi-disant la mondialisation. Et dire ça, c'est faux. C'est juste un argument pour dire qu'il faudrait encore aller plus loin, alors que nous avons déjà fait des efforts. Peut-être qu'on en a fait moins dans ce sens-là que le Royaume-Uni ou que les États-Unis, mais regardons ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis, des inégalités qui ont explosé. Nous aussi, nos inégalités ont augmenté fortement, mais moins fort que ces pays-là. Et puis, vous avez toute une partie de la population qui était à l'écart de la croissance et de la mondialisation et qui a voté pour Trump ensuite ou pour le Brexit. Donc vraiment, je ne comprends pas même pourquoi on veut s'empresser à rejoindre ce qu'ont fait ces pays-là, alors qu'on en connaît aujourd'hui les conséquences. Je pense qu'il faudrait plutôt remettre les cartes sur table et voir si d'autres voies sont possibles. Mais ce que fait là, par exemple, Emmanuel Macron, en cassant la fiscalité sur les plus riches, etc., en baissant la fiscalité sur les revenus financiers, là, vous êtes sûr que les conséquences, on les connaît, elles ont été faites dans les années 80 au Royaume-Uni. Les inégalités vont fortement exploser. Et quand les inégalités explosent, vous avez moins de croissance et, in fine, vous avez des risques de mettre des gens comme Trump au pouvoir. Alors, je reste un instant sur ce même argument. Les Français détestent les réformes. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, selon vous, un vieux compte à régler aussi avec un pays qui a longtemps été, où le marxisme chez les intellectuels a longtemps été puissant, où le syndicalisme avait une véritable noblesse? Est-ce que c'est cette guerre-là qui continue à travers cette argumentation? Oui, je pense qu'il y a effectivement, on était un pays où pendant longtemps le Parti communiste avait une très grande force, où beaucoup d'intellectuels regardaient vers l'URSS, et donc on a fait peut-être plus que d'autres pays, mais encore une fois, beaucoup de pays l'ont quand même fait, même y compris les États-Unis. On a fait plutôt un capitalisme de la séduction, où il y avait plus de redistribution, mais c'était aussi le cas des États-Unis. Vraiment, les États-Unis dans les années 60, c'était la famille moyenne américaine qui avait accès aux biens, qui pouvait mettre ses enfants à l'université. Nous, on a fait la même chose avec des services publics forts, etc. Et je pense que l'opportunité qu'il y a eu du patronat et d'une partie des gens les plus riches qui ne voulaient plus contribuer à ce modèle social, ça a été dans les années 80 avec la crise pétrolière, qui ont fait que le mode de régulation de l'économie a changé et que le rapport de force, ils ont réussi à imposer dans le rapport de force cette pensée qu'il fallait donc que le service public, que les cotisations, que les prélèvements étaient un poids pour la croissance et donc qu'il fallait s'en séparer. Et ce qui est dingue, c'est que quand il y a eu cette crise de 2008, qui était quand même une crise du capitalisme libéral, qui venait des États-Unis, etc., moi j'étais persuadé que là, le rapport de force allait s'inverser et qu'on allait qu'on allait aller vers une autre forme de capitalisme, peut-être plus redistributif. On a eu des mea culpa publics. Exactement, mais bizarrement. De certains idéologues. Mais complètement. Mais le résultat, c'est qu'on a été encore plus loin dans la logique libérale. C'est ça, c'est que là, pratiquement 10 ans après, on a Emmanuel Macron qui a gagné, l'austérité qui a gagné dans la zone euro. On a été vraiment encore plus loin. On n'a pas tiré le bilan de cette crise. Et ça, historiquement, dans le dernier siècle, chaque fois qu'il y a eu une crise, il y a eu un changement de régulation de l'économie. Là, on ne l'a pas eu. On a été plus loin dans la logique libérale. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est que aujourd'hui, une grande majorité de Français a accepté le fait qu'il n'allait pas avoir une retraite normale, qu'il doit travailler plus longtemps, qu'il peut être licencié plus facilement, parce qu'il n'a pas le choix. Et il trouve ça normal. C'est quand même dingue. Donc, au final, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, la politique économique sera toujours la même. L'alternance politique, elle peut exister sur la forme, mais les alternatives économiques, elles n'existent pas, puisqu'on nous dit qu'il n'y a qu'une seule voie, ce qui est parfaitement faux. Alors, autre argument qui tourne énormément, qui est même l'argument prioritairement utilisé par le chef de l'État à l'appui de sa réforme de la SNCF, c'est la lourdeur de la dette. Nous ne pouvons pas, il est irresponsable de laisser cette dette-là à nos enfants, nous ne pouvons pas continuer à engloutir comme ça des milliards d'euros, etc. Bon. Est-ce que nous pouvons laisser ça à nos enfants, Thomas Franchet ? Alors, déjà, pour la dette de la SNCF, c'est assez marrant. Vous regardez le coût de la dette, c'est pas énorme par rapport au chiffre d'affaires annuel, ce que paye la SNCF.
C'est à peu près. Alors la dette est de 50 milliards, hein, la dette globale. Alors regardez, la dette de la SNCF est de 50 milliards, la dette du groupe Altis est de 50 milliards aussi. Personne ne va faire la morale à Altis parce que c'est le secteur privé, on pense que ça va bien être géré, alors que la SNCF, comme c'est public, là, tout de suite, c'est mal géré. Je veux dire, la dette, elle existe dans le secteur privé comme dans le secteur public. Et d'ailleurs, quand vous regardez de manière globale la dette privée des entreprises et des ménages, elle est même plus élevée, elle est à 120% du PIB, plus élevée que la dette publique. Personne ne s'inquiète de la dette privée, alors même que la crise de 2008 provient d'un excès de dette privée des ménages américains. Donc je veux dire, la dette privée peut créer aussi une crise, et personne ne la regarde. Vous regardez aujourd'hui de Benjamin Griveaux à Bruno Le Maire en passant par Emmanuel Macron, ils ne parlent que de la dette publique, que ça. Alors que la dette publique, ok, 100% du PIB, c'est un chiffre énorme, on a déjà eu 200% du PIB hein, au lendemain de la guerre. Vous regardez le patrimoine public, c'est ça qui est important, ce qui garantit la soutenabilité de notre dette, c'est-à-dire ce que détiennent les administrations publiques, ça dépasse le montant de notre dette, c'est-à-dire qu'on couvre notre dette avec notre patrimoine public, ce qui garantit une soutenabilité. C'est pour ça que les marchés financiers nous prêtent à des taux extrêmement faibles. Mais ce que fait Emmanuel Macron, là, c'est qu'il brade les actifs publics. Donc bientôt, on aura un patrimoine public qui sera plus faible que notre dette. Et c'est là que ça va devenir dangereux. C'est là que ça pourrait être dangereux, parce que là, notre dette sera moins soutenable. L'Allemagne a une dette plus faible que nous, mais un patrimoine public plus faible, qui est équivalent à sa dette. Nous, on a une dette plus élevée, mais un patrimoine public plus élevé. Donc, si on regarde la dette, il faut toujours regarder ce que l'on détient, les actifs de l'autre côté. Or, nos générations futures n'héritent pas d'un passif, d'une dette, mais d'un actif, d'un patrimoine. Et ça, personne ne vous le dira à En Marche, ni aux Républicains d'ailleurs, ni au Parti Socialiste. Donc, non, mais alors que c'est une réalité, on ne peut pas analyser une dette. Enfin, moi, si vous laissez une dette à vos enfants, mais que vous laissez un plus gros patrimoine, bah, ils n'héritent pas d'une dette, ils héritent d'un patrimoine. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors restons un petit moment sur la question de la dette, mais de la dette de la SNCF cette fois. Oui. Comment expliquez-vous l'ampleur de cette dette et est-il exact que le statut des cheminots, le statut particulier de la fonction publique pèse dans cette dette-là? Alors, la dette, déjà, la dette n'est pas très grave. Hein. Je vous dis, des groupes privés, faut le rappeler, des groupes privés ont des dettes de 50 milliards. Bon, voilà, c'est une dette énorme, c'est une dette qui est forte, certes, mais tout le monde a des dettes. Il faut voir à quoi a servi la dette. Et là, elle a servi à financer des lignes. Voilà, donc c'est pas que des lignes, mais en grosse partie quand même des lignes de TGV, des lignes TGV. Donc elle a quand même servi à quelque chose. Elle finance quelque chose qui se remboursera dans les années à venir. Mais cette dette, pourquoi elle s'est alourdie? Parce que pendant très longtemps, la SNCF était considérée un peu comme une administration publique. Donc l'État lui donnait des dotations, ça offrait un service public. Or là, l'État et même la SNCF, elle est un peu au milieu du gué. Elle est toujours publique, mais elle n'est pas encore une entreprise complètement libéralisée. Donc elle se concentre sur des lignes rentables. Elle organise sa propre concurrence en investissant dans les bus. Elle investit à l'étranger. Enfin, elle ne sert plus le français en tant que service public. Et donc vous avez une dette comme ça qui a augmenté à 50 milliards. C'est le cas de tous les opérateurs en Europe. L'Allemagne a racheté une partie de la dette de son opérateur, 35 milliards. Enfin, c'est quand même énorme. Nous, on est à 50, 35 milliards il y a quelques années de ça. Donc la dette, elle était partout. Et de là à dire... Alors aujourd'hui, ce que devrait faire l'État, il devrait faire comme l'Allemagne a fait, c'est-à-dire couvrir une partie de cette dette, parce que parfois elle a demandé à la SNCF d'investir dans des projets, et parfois la SNCF a suivi ce qu'a dit l'État, donc il est tout autant responsable. Donc racheter une partie de cette dette pour lui redonner des moyens de financement, mais dire que cette dette est due au statut des cheminots est parfaitement faux. Les cheminots allemands n'ont pas du tout le même statut que les cheminots français, et la compagnie allemande avait une dette énorme, comme j'ai dit, qui a été rachetée à 35 milliards en partie par l'État, et donc on ne peut pas dire que ce soit le statut qui alimente cette dette, c'est faux. Et on ne peut même pas dire que parce que le compromis a trop été fait en faveur des salariés de la SNCF, que la SNCF est dans cette situation-là. C'est faux. Je veux dire, c'est une logique qu'Emmanuel Macron met toujours en avant. Il avait dit la même chose pour EDF, que le problème d'EDF, quand même un problème, c'est du nucléaire, des visions stratégiques de long terme, c'était dû à un compromis qui avait été trop fait en faveur des salariés. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Entre les sommes engagées dans l'EPR de 15-16 milliards au Royaume-Uni et le compromis certes avantageux des salariés d'EDF, il y a deux poids, deux mesures. Donc on ne peut pas tout le temps penser que l'ajustement doit se faire. Moi je pense que c'est un moyen pour casser des droits et pour ouvrir la porte justement pour rabaisser ces droits-là, mais il n'y a pas une relation entre les deux. C'est faux. Depuis combien de temps la question de la dette est-elle ainsi mise en avant par les néolibéraux pour casser en réalité les services publics et opérer comme ça des transferts vers le privé? Ça, je pense que ça fait une vingtaine d'années, mais ça s'est accéléré après la crise. Mais c'est ça l'ironie du sort, c'est que... Vous parlez de quelle crise? De 2008. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait une dette qui était stable entre 2002 et 2007. C'est-à-dire elle était à 65% du PIB, comme l'Allemagne aujourd'hui, proche des critères européens de 60%. Donc on avait une dette très stable qui ne bougeait pas.
La crise arrive, en un an, vous avez la dette qui passe de 65 à 79% du PIB, plus avec l'effet de la crise, c'est-à-dire beaucoup de sorties pour les chômeurs et peu de rentrées parce qu'il y a peu d'activité. Et donc là, on accuse finalement les Français d'avoir vécu au-dessus de leurs moyens, alors qu'une grosse partie de la dette s'explique par le fait qu'on a dû renflouer les banques, renflouer l'activité, contrer l'impact de la crise. Et c'est ça qui est dingue dans ce storytelling, c'est que, grosso modo, on accuse finalement les pompiers d'avoir causé une inondation. C'est quand même dingue, non, mais on en est là. On dit aux Français, vous avez vécu au-dessus de vos moyens, alors qu'en réalité, c'est le capitalisme financier, c'est la mise en place de politiques d'austérité qui ont plombé la croissance à partir de 2011, qui ont fait que notre dette a augmenté. C'est ça qui est dingue. Mais vous regardez, malgré tout, nos taux d'intérêt, c'est-à-dire pour faire de l'emprunt, pour investir, sont extrêmement faibles. Alors on nous dit qu'ils vont augmenter. C'est marrant ça. Donc quand ils sont faibles, on ne doit pas investir. Quand ils augmentent, on ne pourra plus investir. Donc il ne faut jamais investir dans les services publics. C'est ça un peu grosso modo qu'on nous dit. Mais dans les années 90, on avait des taux d'intérêt très élevés, plus élevés qu'aujourd'hui, avec une politique libérale des inflations compétitives, franc fort qui avait été mise en place. Mais à l'époque, on disait c'est pas grave. C'est normal que ça augmente parce qu'on met en place une bonne politique. Enfin, donc vous voyez, il y a une espèce de géométrie variable. La finalité de tout ça, c'est quoi? Il ne faut pas investir dans le service public. Et la dette, c'est un problème que quand il faut investir dans les services publics, jamais quand il faut faire des cadeaux aux 340 000 ménages les plus riches et se priver de rentrées budgétaires importantes. Je veux dire, Macron va nous priver de 24 milliards quasiment de rentrées budgétaires. Alors si la dette, c'est une urgence, pourquoi il nous prive de ces rentrées budgétaires? Alors, à propos de ces rentrées fiscales dont nous serons privés, autre idée qui tourne en boucle, à déconstruire, la suppression de l'impôt de l'ISF, de l'impôt sur la fortune sur les patrimoines financiers, servirait l'investissement. Alors ça, c'est hallucinant. Et là, Emmanuel Macron... Non mais c'est hallucinant. Vous pouvez déconstruire simplement Déjà, la première chose, sur la fuite des très riches. Alors Emmanuel Macron l'a très bien dit dans la dernière interview avec M. Bourdin et M. Plenel, où il dit aujourd'hui les très riches sont mobiles, on vit dans un monde mondialisé, ils peuvent aller s'installer où ils veulent et pas payer de fiscalité. Ils peuvent facilement créer des holdings pour ne pas payer de fiscalité. Bon, les chiffres sont très clairs. Il y avait 4 milliards de rentrées fiscales grâce à l'ISF, global, 4 milliards. Les pertes dues au départ, il y a à peu près 500 départs par an, départs nets, parce qu'il y en a 800 qui partent, 300 qui reviennent quand même, donc ça fait 500 nets. Ça faisait une perte autour de 200-300 millions d'euros de rentrées fiscales par an. Et pour ça, pour cette perte de 200-300 millions, on accepte de perdre 4 milliards en réformant l'ISF et en retirant l'ISF sur les placements financiers. Enfin, c'est complètement débile. Enfin, vous comprenez, ça nous rapporte 4 milliards. Là, on va dire, ah non, il y en a 500 qui partent, donc 200 millions, 200, 300 millions de pertes, donc on accepte de perdre 4 milliards. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, chaque année, il y avait de plus en plus de gens qui payaient l'ISF, notamment avec la hausse de l'immobilier, et vous aviez quand même des gens qui revenaient. Donc, bon... C'est des chiffres du ministère, ça, donc c'est très clair. Donc dire que ça va empêcher la fuite des riches, enfin, il y avait une fuite très faible et grosso modo l'ISF nous rapportait quand même 4 milliards, ce qui était quand même énorme. Et ce qui ne portait pas atteinte à l'enrichissement global de cette classe qui s'enrichissait quand même chaque année. La deuxième chose, c'est de dire que ça va favoriser l'investissement. Mais pareil, déjà, quelqu'un qui va plus payer d'ISF sur ses placements financiers. Donc c'est une très grosse fortune. Ce n'est pas quelqu'un qui a 1 ou 2 millions, qui est déjà une grosse fortune. C'est quelqu'un qui a plutôt 10, 15, 20 millions. 70% là, de sa fortune, c'est des placements financiers. Et cette personne-là, on dit, il va investir. Alors peut-être certains vont investir dans quelques start-up, mais grosso modo, ils vont faire quoi? Ils vont acheter des actions en bourse. Des actions en bourse, 98% de ces actions se font sur le marché secondaire. Donc, ce n'est pas de l'investissement, en fait. C'est-à-dire qu'en achetant... Voilà, c'est de la spéculation pure. Donc, en achetant des actions, ils vont enrichir l'autre personne qui va leur vendre des actions et ils vont les revendre et s'enrichir et ainsi de suite. Ce n'est pas de l'investissement. Ce n'est pas sur le marché primaire, c'est 98%, c'est sur le marché secondaire. Donc, c'est évidemment le seul argument avancé par le gouvernement Philippe pour justifier ces cadeaux fiscaux. Oui, alors, oui, exactement. Alors peut-être que quelques-uns vont choisir. Mais quand vous avez des taux de croissance bien plus élevés sur les marchés financiers que dans l'économie réelle, vous n'avez aucune raison de l'investir dans l'économie réelle. Sauf, encore une fois, dans quelques start-up qui ont des taux de croissance hallucinants, mais qui ne représentent pas l'ensemble de l'économie. Je ne vois pas, moi, des gens investir dans la boulangerie du coin. Il faut arrêter ce mythe d'un très très riche qui a 20 millions, 25 millions de fortune et qui va investir dans le restaurant du coup. C'est faux. Il va acheter il va sur les marchés... Voilà, ou aller sur les marchés financiers ou investir dans quelques startups. Donc, à part quelques-uns qui sont dans ce domaine-là, justement, des startups qui peuvent en profiter, je ne vois pas comment ça va profiter à l'économie de manière globale. Et d'ailleurs,
Ça a déjà été fait aux États-Unis, la fiscalité a baissé, ça a déjà été fait au Royaume-Uni. Et ce ruissellement, ça n'a pas fonctionné, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Le marché financier rapporte beaucoup plus que l'économie réelle. Donc aucun intérêt à aller dans l'économie réelle, surtout pour des gens qui ont des fortunes énormes. Lors de la dernière interview présidentielle par Plenel et Bourdin, que vous mentionniez tout à l'heure, Emmanuel Macron a affirmé ne pas croire à la théorie du ruissellement. Il semblait pourtant que jusqu'ici, c'était elle, à travers une métaphore très proche, celle des premiers de cordée, traînant les autres, qui soutenait toute sa vision de la redistribution sociale. Oui, mais enfin, il dit qu'il n'y croit pas, mais il applique tout de la théorie du ruissellement. C'est-à-dire qu'il baisse la fiscalité sur les plus riches. Donc la fiscalité, enfin la redistribution, le modèle social, c'est quand même la première, c'est le premier atout pour lutter contre les inégalités. Alors, autre aspect très important dans votre livre, c'est la question européenne, bien sûr. Et là encore, toutes les idées reçues qui tournent autour de ça, et notamment, bien sûr, l'idée, l'argument massu qui clôt généralement toute discussion, et ça va de En Marche jusqu'au PS, critiquer les traités de l'Union européenne, c'est s'en prendre à l'idée européenne et c'est préparer le retour de la guerre entre les nations. Oui, alors c'est exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer aujourd'hui l'Europe sans être taxé de tous les mots. Et les gens deviennent carrément, pour moi, ils sont complètement eurobéats parce que si on aime l'Europe, on ne peut pas supporter ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire que vous avez l'Europe du Sud où vous avez des taux de chômage hallucinants chez les jeunes, les plans d'austérité qui ont été imposés en Grèce, à 2 heures de vol. Et on ne peut pas dire oui, l'Europe c'est beau, c'est super, il faut apprendre à reparler de l'Europe d'un point de vue. Les gens vous disent d'un point de vue positif, mais non, l'Europe ce n'est pas positif aujourd'hui. Comme elle fonctionne aujourd'hui, l'Europe de la Commission, ce n'est absolument pas positif. Et les conséquences sont très graves d'un point de vue humain. Et donc moi je pense que quand on est attaché justement à l'Europe des peuples, l'Europe sociale, tout ce que vous voulez même, on est obligé de critiquer l'Europe comme elle fonctionne aujourd'hui. Ceux qui refusent de critiquer l'Europe de la Commission, le bilan de l'Europe que nous avons aujourd'hui, le marché unique, etc., sont pour moi des gens qui sont contre l'idée européenne. Parce que l'Europe aujourd'hui fonctionne de manière complètement désastreuse. Et voilà. Et donc, il faut justement... Aimer l'Europe, c'est critiquer très fortement l'Europe, critiquer la Commission, critiquer les gens qui sont trop mous avec l'Europe, critiquer les gens qui veulent en faire des bilans positifs. L'Europe a un bilan extrêmement négatif, avec un certain nombre de pays qui se sont appropriés la BCE et les institutions européennes pour se servir, tout en écrasant une autre partie et en faisant comme si on les aidait. C'est quand même hallucinant. Donc on est vraiment dans une grande hypocrisie à propos de l'Europe, et je pense qu'on est obligé aujourd'hui, si on est un citoyen éclairé, etc., d'avoir une position dure à l'égard de la Commission. Et la France, c'est ça que moi qui m'énerve, c'est que la France, qui est la deuxième nation de la zone euro, c'est pas la Grèce, c'est le deuxième pays en PIB, elle a les moyens de retourner la table, elle a les moyens d'enclencher le rapport de force. Et je ne comprends pas pourquoi on est soumis comme ça, y compris Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est jeune, il a une quarantaine d'années, Merkel est en difficulté, il a toutes les possibilités. Là. Il est beaucoup aimé par le monde du business. Donc il a la possibilité de retourner la table et de changer l'Europe, de faire une autre Europe. Il ne va pas le faire. Il dit qu'il faut faire les efforts pour montrer à l'Allemagne qu'on est des gens sérieux. Donc il rentre dans le moule, comme si on était un petit pays de la logique libérale et de la courbette avec l'Allemagne. Et ça, c'est très grave. Il y a un vrai problème là-dessus. Et donc moi, je pense que... moi, j'aimerais que le prochain président français, il tape sur la table, qu'il fasse une alliance avec les pays du Sud, une partie pour faire plus de 50% du PIB, et qu'il dise l'Europe, elle ne va plus fonctionner comme ça aujourd'hui parce que c'est insupportable, la manière dont elle fonctionne. Mais alors, au-delà de ce que disent les dirigeants et Macron au premier chef, on a l'impression quand même qu'il y a un verrou psychologique chez les gens, chez les électeurs, autour de cette question. Et d'une certaine façon, la dernière élection présidentielle, en 2017, du côté de la gauche, c'est beaucoup joué dans les esprits autour de cette question européenne. Vous n'avez pas ce sentiment ? Oui, moi complètement. Alors qu'en réalité, moi je trouve que... Un affrontement direct avec l'Europe semblant trop dur, suicidaire pour certains, pour tous les électeurs PS notamment. Oui, complètement. Alors moi
il y avait une grosse partie de la gauche, y compris au PS, notamment de Benoît Hamon, Thomas Piketty, qui voulait quand même changer l'Europe. Et il y avait cette partie plus France Insoumise qui avait ce plan A et ce plan B. Pour moi, grosso modo, j'avais l'impression quand même que les deux, en tous les cas, partaient du constat, et ça c'était une bonne chose pour la première fois, que l'Europe fonctionnait mal, qu'on n'était pas sorti de la crise, qu'on avait mis 10 ans, qu'on avait sacrifié une génération entière au nom de l'austérité, au nom des équilibres, des déficits, au nom de la réduction de la dette. Enfin, tout le monde était d'accord là-dessus. Après, c'était la méthode. Alors effectivement, on ne peut pas... si on fait la méthode qu'a fait François Hollande, on l'a bien vu. Il voulait renégocier les traités, il a à peine essayé... il n'a pas dû fortement essayer, puis il s'est tout de suite couché, et ça a été catastrophique. Ça a été très catastrophique, parce qu'on a perdu 2 ans avec des taux de croissance très faibles, avec des taux de chômage qui ont explosé. Donc il faut mettre un rapport de force avec l'Allemagne. Il faut clairement, et la France vraiment peut le faire. On nous dit toujours que la France va être écrasée, comme Syriza a été écrasée, ou comme d'autres pays ont été écrasés, mais c'est faux. La France, c'est vraiment la deuxième puissance. Si la France, demain, elle quitte la table, elle quitte l'Europe, ou elle engage un processus de sortie de l'euro, c'est fini. Cette histoire est finie. Donc elle a le rapport de force, elle a de quoi affronter l'Allemagne. Et c'est ça, moi, je pense qu'il faudrait que, en tous les cas, le prochain président, quel qu'il soit, est plutôt à gauche, puisque ces questions portent plutôt sur la gauche, et ben qu'il accepte l'affrontement, mais l'affrontement fort, parce qu'on est capable de le faire. On n'est pas 2% du PIB, on est pratiquement 20% du PIB de la zone euro, on est un des premiers financeurs de la BCE, ainsi de suite. Donc on a la capacité à le faire, vraiment. Et c'est pour ça que moi je ne comprends pas que François Hollande ne l'ait pas fait. Je suis assez étonné, c'est que quelque part il devait être d'accord avec ce qui se passait. En fait, il disait qu'il voulait renégocier les traités, mais au fond de lui, il trouvait que ça fonctionnait bien comme ça. Et c'est ça, en fait, moi, qui me choque. Parce que s'il avait vraiment voulu, on aurait pu le faire, en réalité. Mais on ne l'a pas fait. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? On a eu une chute spectaculaire de notre niveau de PIB. Je veux dire, vraiment, on a 1,5 million de chômeurs en plus depuis 2008. Donc c'est pas parce qu'on a créé 200 000 emplois là qu'on peut se qualifier de miracle français. Hein. Je veux dire, on a 1,5, donc c'est dingue. En Espagne, il y a 3,3 millions de chômeurs en plus depuis 2008. Alors ils en ont créé peut-être un peu plus là avec leur réforme sur la loi du travail, mais on est très loin de ce qui se passe depuis 10 ans. Donc notre PIB a chuté très fortement. Il y a des régions en France aujourd'hui qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de PIB. Le nord de la France, l'Est, sont aujourd'hui plus pauvres qu'avant la crise. Donc il ne faut pas se réjouir de notre 1,5, 1,9. On part d'une situation extrêmement dégradée et ça aurait pu être beaucoup plus rapide si on avait si on avait fait une impulsion budgétaire plus forte pour sortir de la crise, comme l'ont fait notamment les États-Unis. Si à partir de 2011, on n'est pas rentré dans des plans d'austérité, de réduction trop rapide des déficits qui ont plombé la croissance économique. Donc, imaginons qu'on retire les retraites. On passe les retraites par capitalisation comme l'Allemagne. Dans le privé. Donc on les retire de la dépense publique. Elle n'existe plus. Et bien on a la même dépense publique que l'Allemagne, quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, la dépense publique, on s'en fout du niveau. C'est un choix de société. Est-ce qu'on veut que les retraites soient publiques? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une partie des dépenses de l'économie qui soit publique? Ou est-ce qu'on veut qu'ils soient privés? C'est ça la vraie question. Vous avez des pays aujourd'hui qui ont une dépense publique plus faible que la nôtre, les États-Unis, 40%, mais qui ont une dette égale à la nôtre, publique. Donc il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et dette. Et malgré ça, les charges de la dette française sont un des premiers postes de dépenses de l'État. Oui. Emmanuel Macron, cette comme semaine... Dans beaucoup de pays. Emmanuel Macron, cette semaine, a annoncé beaucoup de mesures d'urgence pour aider les entreprises. Par exemple, que l'État prendra en charge même l'indemnisation des salariés qui ne pouvaient pas travailler. Est-ce qu'à un moment, on va devoir arrêter de rembourser parce qu'on n'arrivera plus à rembourser la dette? Attends, en Italie, il y a 25 milliards qui sont mis sur la table. Hein, oui, c'est ça. Il y a combien de temps avec ça? Non, mais alors on ne sait pas, ça on ne sait pas, ça dépend justement, ça dépend de cette crise sanitaire, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, sur la dette, pour revenir à ça, et après je reviendrai, notre dette française, elle a augmenté moins vite ces 12 dernières années que les États-Unis. Moins vite. Moins vite ces 12 dernières années que le Royaume-Uni et que le Japon. Déjà, je tiens à vous le dire. Donc tous les pays, je veux dire, les États-Unis, le Japon a 250% de dette, les États-Unis 100%, le Royaume-Uni un peu moins que nous, 90%, mais elle a augmenté plus vite ces 10 dernières années. L'Italie a une dette supérieure, ainsi de suite. Donc beaucoup de pays riches ont des dettes très élevées, qui est due à la perte d'activité, à la crise, le renflouement des banques, etc., etc. Donc la dette, elle a augmenté dans tous les pays. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, parce qu'il faut aussi un peu regarder les comparaisons. Nous, aujourd'hui, on peut s'endetter à des taux négatifs sur 15 ans. Taux négatifs. C'est-à-dire que les gens nous donnent de l'argent pour qu'on s'endette. Donc on est franchement, notre dette, elle est largement soutenable. La vraie question, c'est pas de remboursement. On a des siècles pour la rembourser. C'est est-ce qu'elle est soutenable? Et comparé aux autres pays, sauf les taux d'intérêt sont négatifs, elle a augmenté moins vite, donc elle est parfaitement soutenable. Donc il faut investir massivement. Là, on le voit dans l'hôpital.
si on pense que l'hôpital c'est un coût, je pense qu'on est un petit peu... Voilà, dans l'éducation c'est un investissement, et dans l'innovation, dans ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qu'on fait en Europe, c'est qu'on fait une austérité, on pratique une austérité budgétaire finalement qui freine l'activité. Alors, je le disais il y a un instant, l'Italie qui met 25 milliards sur la table, on ne sait pas trop pourquoi, pour combien de temps, qu'est-ce que vous en pensez? En France, on n'a pas eu d'annonce de ce type? Non, on n'a pas eu d'annonce, on n'a eu que des annonces sur le fait qu'on allait effectivement plus tenir compte des déficits et des contraintes budgétaires européennes et qu'on allait relancer l'économie. Alors moi, je pense que là, il faut donner des moyens à l'hôpital, même si c'est encore une fois, là, on est en pleine crise. C'est pas au moment des crises qu'on doit faire des... Est-ce qu'on a des moyens? Mais on a plein de moyens. On a plein de moyens. Je veux dire, non mais déjà, on a plein de moyens, même si on s'est coupé beaucoup de moyens ces dernières années. Hein. Les objectifs de rigueur à tenir. Enfin, Angela Merkel a dit qu'elle laisserait moi, je ne savais pas qu'Angela Merkel c'était la présidente de l'Europe. Maintenant, vous me l'apprenez. Parce que c'est comme ça. Si qu'il faut attendre qu'Angela Merkel dise que les déficits sont pas importants, moi, je sais pas. Je suis président de la France, je le prends. Enfin, il y a une crise, il faut le prendre tout de suite. Vous voyez? Non, mais c'est ça. C'est une vraie question parce qu'on a retiré 40 milliards avec le CICE. Macron a retiré 20 milliards, donc on a retiré 60 milliards de rentrée budgétaire. Là, la dette à ce moment-là, c'était pas important. Soit dit en passant, hein, c'était pas important. On a offert 4 milliards aux 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine. Ces gens-là détiennent 25% de l'immobilier et des placements en banque. On leur donne 4 milliards. Avec 4 milliards, on crée 100 000 postes de fonctionnaires. Alors, je sais pas, dites-moi aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de fonctionnaires dans les hôpitaux ou ailleurs. Voilà, les fonctionnaires qu'on aurait eu besoin profitent à 100% de la population, y compris les 1% les plus riches qui sont quand même plutôt vieux. L'Europe, c'est pas le premier échec. Hein. Il y en a plein. Vous regardez l'Europe. Il suffit de regarder les pays. Là, il y avait une occasion en or pour montrer que l'Europe c'était quelque chose. Oui, elle en a raté plein d'occasions. Non, elle a fait comme d'habitude. Là, vous regardez l'Italie a des masques importés maintenant de Chine, des appareils respiratoires importés de Chine. Mais vous regardez là, tout le monde se replie sur soi là. Là, il y a plus l'Europe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien à part dire on va lâcher les déficits. Une conf call, elle a rien fait l'Europe. Mais c'est pas le premier échec qu'elle a fait. Hein. Il y a un échec sur la politique migratoire. Il y a un échec sur la relance économique. La zone euro a mis 8 ans à retrouver son niveau de PIB d'avant-crise quand les États-Unis ont mis que 3 ans. Aujourd'hui, un Grec est plus pauvre qu'il y a 10 ans, un Portugais est plus pauvre qu'il y a 10 ans, un Espagnol est plus pauvre qu'il y a 10 ans, un habitant des Hauts-de-France est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Donc oui, il y a l'échec de l'Europe, on peut faire une longue liste. Hein. Et comment vous l'expliquez justement, ce que vous voyez, vous, comme un échec de l'Europe? Moi, je pense qu'il y a, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes trahi sans le vouloir, en fait, vous l'avez dit, tout le monde est suspendu aux décisions de Merkel. Donc il y a quelqu'un qui a pris le contrôle en Europe, c'est l'Allemagne, qui est la première puissance de la zone euro. Nous, on est la deuxième puissance. Plutôt que d'établir un rapport de force avec elle, depuis toujours, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des efforts pour montrer qu'on est un bon élève, pour ensuite convaincre l'Allemagne d'infléchir sa ligne, ce qu'elle n'a jamais fait. C'est ce que Macron avait comme stratégie. Hollande voulait convaincre Merkel l'a très vite convaincu. Donc si personne ne met le rapport de force comme De Gaulle l'a fait en son temps, déjà Hollande avait une occasion rêvée. Parce que Hollande, il avait beaucoup de pays du Sud qui étaient derrière lui. C'est-à-dire qu'il avait l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui lui ont dit « Ok, vas-y ». Parce qu'eux subissaient les cures d'austérité. Nous, on n'avait pas encore les lois travail, on n'avait pas encore les économies sur les territoires, les collectivités territoriales, qui ont été quand même un des facteurs du mouvement des Gilets jaunes. On n'avait pas encore ça. C'est Hollande qui les a mis quand il a mis Valls au pouvoir. On n'avait pas encore ça. Mais l'Italie, l'Espagne, le Portugal avaient ça. Et ils ont dit à Hollande, tu as une occasion en or là, on est derrière toi. Donc on représentait quasiment 50% du PIB pour aller voir Merkel. Et Hollande, il a préféré choisir Merkel que ces pays-là. D'accord ? Macron, lui, avait aussi une occasion en or. C'est-à-dire que Merkel était affaiblie dans son pays, politiquement affaibli. Lui, il est jeune, il est dynamique, il représentait un espoir. Il y a le Brexit, il y avait Salvini de l'autre côté. Tout le monde disait l'Europe est en train de se casser. Mais le problème, c'est que dans sa tête, il a le logiciel de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'être dans l'Europe, lui, pour casser les services publics. C'est son logiciel de pensée, c'est un libéral. Donc, il était de fait sur la ligne de l'Allemagne. Voilà. Alors, on va y venir. Oui, Édouard, vous voulez rajouter? Non, alors moi, je voulais repartir complètement en arrière. On parlait tout à l'heure du régime des retraites, parce que tout a un petit peu de rapport. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils d'ailleurs ils ne comprennent pas ce régime des retraites, à point, se sont dit, avec la crise qu'on a aujourd'hui, si la réforme était passée, ce serait une pure catastrophe, c'est-à-dire que chacun serait totalement ruiné, puisque plus personne n'aiderait les autres. Est-ce que c'est un fantasme, ou est-ce qu'il y a quand même une dérive possible dans l'application de ce nouveau régime? De toute façon, la réforme des retraites aura mis un certain temps à être mise en place, même si on avait voté, soit dit en passant, il y a le 49.3 qui est passé au milieu de la crise, on l'a mine de rien. C'est super, c'est très, je veux dire, ça aurait été beaucoup plus classe de se dire, écoutez, on reporte les débats après la crise sanitaire, plutôt que de passer ce truc en 49.3. Posons cette question parenthèse, justement. Vous craignez que le gouvernement profite de cette situation pour justifier de nouvelles mesures d'austérité qui, une fois de plus, vont condamner les plus défavorisés, selon vous? Déjà, il a profité de cette crise sanitaire pour faire un 49.3 sur les retraites en espérant que ça passe
voilà, en plus on a... vous pensez réellement ça? Je sais pas, il y a une réunion de crise avec les ministres pour parler de la crise sanitaire du coronavirus, et on nous sort un 49.3. Exact. Voilà, alors que, je dis, ça aurait été très classe de dire, écoutez, il y a un débat houleux sur les retraites, on voyait les sondages, le gouvernement était mis en difficulté, y compris par des institutions y compris par de sa l'État, propre le Conseil d'État et par sa majorité. majorité. Il aurait pu dire, mais, écoutez, c'est pas le moment, on règle la crise sanitaire, on reporte le débat des retraites, d'ailleurs, qui n'est pas hyper urgent. Ça aurait été classe selon vous? Ça aurait été classe et puis ça aurait montré. Et non, là on fait un 49.3 et on interdit les rassemblements. De plus de 100 personnes. De plus de 100 personnes. Donc voilà, on peut pas savoir si. Et puis on va dire qu'à la fin, oui, c'est démocratique, etc. Bon. Mais parce que les délaissés, on le voit bien dans la crise aujourd'hui, c'est 80, 85, 90 même peut-être % de la population française. C'est-à-dire c'est ceux qui subissent la mondialisation, la financiarisation de l'économie et l'austérité budgétaire. Et là je vous dis, vous prenez un cadre moyen. Qui ne s'en sortent plus. Mais si, qui peuvent s'en sortir, mais qui quand même subissent à différents niveaux. Vous prenez un gilet jaune, il le subit de plein fouet. Alors lui, il a vu les services publics partir des territoires depuis bien longtemps. Il a vu les usines se fermer depuis bien longtemps. Et quand il reste un petit peu du travail, il a vu les effets de la flexibilisation du marché du travail depuis bien longtemps. Donc lui, il le prend de plein fouet. Mais vous prenez un cadre en trottinette à Paris. Moi, j'ai un ami qui est cadre ici. Il fait partie des 30% les plus riches en revenus, c'est-à-dire qu'il va gagner 2200, 2500 euros. Donc, il arrive à manger, etc. Il peut aller prendre un petit menu au restaurant japonais à 10 euros. Il est très bien. Mais il vit dans un studio à Paris. On lui dit qu'il fait partie de l'élite, mais il vit dans un studio. Vous voyez, l'autre fois, il était en trottinette, très parisien. Il s'est cassé la figure, il va aux urgences, 12 heures d'attente pour se faire recoudre. Donc, il vit finalement à différents niveaux, comparé aux gilets jaunes et aux habitants des quartiers populaires. L'austérité, la financiarisation, mais il la vit quand même. Et le coût de la vie n'est pas le même chez lui aussi. C'est ça la différence. Et le coût de la vie, vous en parliez, est exorbitant. C'est pour ça qu'il vit dans un tout petit studio, alors qu'il aurait une grande maison s'il habitait. Depuis 10 ans, le pouvoir d'achat des cadres d'entrée diminue. Donc voilà. Vous commencez d'ailleurs ce livre par le rappel de vos origines, à savoir que vous êtes né et que vous avez grandi dans le département le plus pauvre de France, c'était la Seine-Saint-Denis, ça l'est toujours. En quoi était-ce important pour vous de le souligner ? En fait, j'ai mis cet avant-propos pour dire deux choses. La première chose. Parce que maintenant vous faites partie de l'élite, non ? Je sais pas, prof. Je pense que si on a fait partie de l'élite quand on est prof, je pense que c'est pas pour longtemps, parce que visiblement, ce que l'on donne aux professeurs, bon, peu importe. Non, ce que je disais, mais effectivement, oui, j'ai eu une ascension sociale. Voilà. Ce que je voulais dire en fait, c'est que moi, j'ai pas attendu. Il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui rentrent des données sur des tableurs Excel pour se rendre compte. Moi, j'ai pas attendu. Je l'ai vu sous mes yeux. Comme beaucoup de gens, je pense, comme les gilets jaunes, comme beaucoup de gens, je l'ai vu sous mes yeux. J'ai vu, moi, mon quartier se dégrader en 20 ans, parce que des usines ont fermé, il y avait une zone industrielle, des usines ont fermé, il y avait des quartiers, mes grands-parents vivaient dans une tour au Tilleul, à Blanc-Ménil, ma mère adorait dire oui, c'est très smart, il y avait beaucoup d'employés, d'ouvriers des usines, quand ça a fermé, les taux de pauvreté ont explosé, les taux de chômage ont explosé, et avec ça, vous avez le développement de la délinquance, etc. Donc je veux dire, c'est ce que je dis, j'avais des camarades, moi, leurs parents étaient mis au chômage, ils sombraient dans l'alcool, eux inventaient des faux emplois à leurs parents, enfin tout ça, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Donc j'ai vu les effets de la mondialisation, le tournant des années 80-90 et de la financiarisation de l'économie. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai pas attendu de faire des données, dire tiens le monde, en faisant des comparaisons internationales. Ah oui, il y a un problème. Non, ça je l'ai vu, comme beaucoup de Français en fait. Les gilets jaunes l'ont vu, les enfants d'ouvriers l'ont vu, les enfants d'employés l'ont vu. Ça c'est la première des choses. C'est important. Et la deuxième des choses, c'est de dire qu'en économie, on manie des masses monétaires. Oui, il faut réduire les déficits d'un point, la dette. On parle de plein de trucs sérieux, mais il faut vraiment comprendre que chaque réforme, chaque politique économique appliquée a un impact sur des individus. Et il y a des gens qui ne le voient pas, ça. Il y a des gens qui ne le voient plus, ça. Mais la majorité d'entre nous le voient. Vous augmentez la taxe carbone, vous tapez le pouvoir d'achat de millions de Français. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de le dire. Alors, vous identifiez de façon d'ailleurs subjective 4 catégories dans votre livre, les agriculteurs, les gilets jaunes, les banlieusards et les cadres déclassés, autrement dit finalement la majorité de la population. Quelle part représentent ces différentes catégories ? Vous savez, quand vous prenez les habitants, les gilets jaunes, c'est les habitants des territoires en réalité, des territoires lâchés par l'État. Alors c'est majoritairement des catégories C et B fonctionnaires et des ouvriers, des employés, c'est à peu près ce qu'on trouve dans les quartiers populaires. Les agriculteurs, c'est une catégorie à part, et après les cadres déclassés. Donc moi, j'ai pris ces catégories, elles sont subjectives, comme vous le dites, mais c'était pour montrer que des catégories qu'on oppose volontiers, comme agriculteurs et banlieusards, ou gilets jaunes et cadres, ont en fait un modèle économique qui les frappe à différents niveaux, mais qui les frappe tous. Voilà. Et qu'aujourd'hui, au-delà de ces différences sociales, géographiques, culturelles qu'il peut y avoir entre ces différentes catégories, le nerf de la guerre, c'est de trouver un modèle économique qui puisse profiter à tous.
Parce que ces gens-là, ces 30 dernières années, en fait, la croissance a été majoritairement captée par les 1% les plus riches. Et là, alors comment vous expliquez justement que ce soit cette minorité des plus riches qui réussit à s'emparer du pouvoir, là où cette majorité que vous décrivez, elle n'y est pas arrivée? Et ça n'a pas toujours été le cas en plus, hein, il faut le rappeler, entre 50 et 70, l'après-guerre, entre 50 et 70, la majorité de la population captait une plus grosse partie des richesses que le haut de la fusée. Puis il y a eu cette crise pétrolière, et là il y a eu un tournant libéral, Reagan-Thatcher, et là, depuis cette crise-là, c'est les 1% qui récupèrent plus d'argent. Il y a eu cette crise de 2008, normalement après la crise de 2008, on aurait dû changer de fonctionnement de l'économie. Et on a été encore plus loin dans cette logique libérale, puisqu'on a flexibilisé le marché du travail, on a baissé encore plus les taxes sur les 1% les plus riches. Donc moi j'écris ce livre pour que cette masse, en fait, plutôt que de se diviser et de s'opposer horizontalement, elles comprennent que le combat, il est vertical sur une meilleure répartition des richesses. Et comment vous espérez qu'ils votent tous ensemble de la même manière, par exemple? C'est difficile. Ouais. Il y a quasiment aucune chance. C'est jamais arrivé, par exemple. Un vote de classe, par exemple, n'est jamais arrivé en France. C'est pour ça qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont une classe. On l'a vu avec les Gilets jaunes. C'était difficile d'y voir une union. Hein. C'était protéiforme. Non, mais c'était. Oui, mais c'était les Gilets jaunes entre eux ou les Gilets jaunes avec le reste? L'apparence qu'il donnait, on l'a vu, était difficile d'arriver à une unité, même quand plusieurs personnes voulaient la même chose. On a l'impression que les dissensions finissaient toujours par avoir le dessus, quoi. Oui, c'était protéiforme. C'est vrai que c'était protéiforme, mais globalement, on a eu quand même. C'est pour ça qu'il faut pas voir que le côté négatif. On a eu quand même des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté pendant plus d'1 an. Qui peuvent plus aujourd'hui sans syndicats. Sans syndicats qui les appelaient. C'est eux-mêmes qui se sont organisés. C'est quand même hallucinant. Qu'on réussit à faire que Macron a lâché 10 milliards. Les syndicats n'avaient pas réussi à stopper Macron. L'opposition n'avait pas réussi. C'est les Gilets jaunes qui ont permis à Macron de lâcher 10 milliards. Voilà, c'est les premiers. Donc on doit quand même... quelque part, cette mobilisation force le respect. Voilà. Et donc c'est là-dessus, justement, qu'il faut ensuite, l'étape d'après, il y a la première forme qui est la dénonciation collective. L'étape d'après, c'est de se comporter comme le bloc bourgeois, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui puisse représenter tous ces gens et qui va agir pour eux. Parce que le bloc bourgeois, c'est une expression de Bruno Amable, de son livre très bon qui s'appelle le bloc bourgeois d'ailleurs, un autre économiste, Bruno Amable. Mais ce bloc bourgeois, en fait, il est très divisé, en réalité. Il est très divisé. Les gens ne s'entendent pas, ils ont des intérêts divergents, mais ils comprennent à un moment qu'il y a un homme qui va les servir globalement. Et donc, ils s'unissent pour faire élire cet homme-là. Il faut que cette majorité puisse faire la même chose. Donc du coup, c'est le chômage qui a poussé les territoires finalement à le chômage, l'appauvrissement, la perte de pouvoir d'achat. En fait, la taxe carbone, pour y revenir, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un petit peu comme dans toutes les révolutions. Hein. L'histoire d'impôt sur le sel en Inde, etc. Ou le prix des matières premières avec les révolutions arabes. Le prix du diesel aussi. Voilà, les gens étaient très appauvris. Chômage qui avait augmenté, pauvreté qui avait augmenté, usines qui s'étaient cassées. Et là, on leur dit, écoutez, on va mettre une taxe carbone, un smicard, il lui reste une trentaine d'euros par mois comme ça d'argent, et la hausse des prix de l'essence sur 2 ans lui prenait 15 euros. Donc les mecs ont été très fâchés, et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Mais alors, pardon, excusez-moi de poser une question un peu provoque avec cette crise du coronavirus. Je serais tenté de vous demander, est-ce que les Gilets jaunes ils vont survivre à cette crise? Parce que finalement, là, il y a cette interdiction de manifester. Mais on a l'impression que ça passe crème, ça aussi. Je pense que le mal des Gilets jaunes est tellement structurel. Alors survivre dans quel sens? Survivre à la crise. Le mouvement va-t-il survivre à cette crise du coronavirus? Il y a 2-3 mois, comme on se prépare a priori à le vivre, est-ce que vous pensez que... Le problème des Gilets jaunes est tellement structurel et ne va tellement pas changer que même s'il est éteint pendant 3 mois, il reviendra. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante. C'est un projet économique qui soit au-dessus finalement, qui permette d'effacer en partie, parce qu'en partie, des différences géographiques, sociales et culturelles, avec ce modèle économique qui profiterait à tous. Et ce que je dis, c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un qui incarne, parce que le nerf de la guerre, il est quand même politique. Je finis là, 3 petits points. Voilà. Avec des résultats, parce que finalement les Gilets jaunes, on se plaint, mais bon, vous le disiez, il y a eu 10 milliards, mais bon. Ouais, mais quand même, c'était une première. Ce sera jamais dans l'histoire, le mouvement des Gilets jaunes. Non, mais c'est vrai, ça a été une première, ça a bousculé beaucoup de personnes, beaucoup d'élites parisiennes qui ont été bousculées par ce mouvement, qui ont essayé tout de suite de casser ce mouvement en disant que c'était des fascistes, des racistes, en disant qu'ils ne savaient pas parler, etc. Ce que vous dites là, c'est pas politiquement correct, hein, si on y va au sens premier du terme. Ce que vous dites, vous êtes en train de balayer toutes les analyses faites par les autres économistes qui disaient que ça allait aller beaucoup mieux, que l'Europe allait... Oui, tout à fait, mais ça fait des années qu'ils se trompent, ça fait 30 ans qu'ils se trompent. Sauveur. Non, mais ça fait 30 ans qu'ils se trompent. Macron, mais franchement, Macron, parlons-en.
Il a présenté C'est déjà. bien que ce soit un économiste qui le dise, parce que Macron, vous n'êtes pas très nombreux parmi les économistes. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui le disent, mais il y en a Piketty, peu. je sais pas, il a Oui, plutôt... Piketty, oui, bien sûr, Piketty est très critique, mais il y en a quand même beaucoup qui le pensent en réalité, mais on en voit beaucoup peut-être dans les médias traditionnels qui défendent Macron, et il n'y a pas que les économistes qui défendent Macron, il y a beaucoup de gens, des éditorialistes qui défendent. Mais c'est vrai, il y a une vraie question là-dessus de pluralité à poser, c'est-à-dire quand vous regardez toutes les matinales, même si moi j'ai ma place dans les médias et je critiquerai pas là-dessus, mais vous regardez toutes les matinales régulièrement, les économistes qui ont une chronique régulière, quelles que soient les chaînes, ils ont toutes la même pensée. C'est tout. Absolument. Voilà, c'est tout. Vous citez-moi en un qui est hétérodoxe, citez-moi en un. Il y avait des débats avec Bernard Maris, le très regretté, un jour par semaine, et aujourd'hui il n'y a plus. Voilà, c'est tout. Le reste du temps, tous les matins, vous avez le droit à des choses qui vous disent tout le temps la même chose. Mais alors comment vous expliquez ça? Ça vient de qui, de quoi? Oui, parce qu'il y a eu un coup de force, je pense qu'il y a eu un coup de force à un moment d'une partie des économistes, mais pas que, aussi des milieux financiers, pour qu'il n'y ait qu'une pensée, qu'on va dire... Jacques Attali, Alain Minc, tous ces gens-là, vous en pensez quoi? C'est une pensée libérale qui s'est installée. Voilà, c'est ça. Et vous regardez maintenant, par exemple, vous m'avez présenté comme économiste de gauche. On est obligé maintenant de dire, mais on présente jamais Élie Cohen. Vous êtes politiquement d'ailleurs. Mais moi, je fais plus de politique. Aujourd'hui, je parle en tant qu'économiste. Mais alors, dans ce cas-là, plus particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle en tant qu'économiste. Mais comme tout le monde, je vote, j'ai des pensées politiques. Et il m'est arrivé parfois, pas d'être. Enfin, c'est vrai que j'ai créé un mouvement avec d'autres, mais que j'ai quitté. Mais parfois, il m'est arrivé que des politiques me consultent. Mais c'est le cas de beaucoup d'économistes. Par exemple, c'est le cas d'Élie Cohen. Élie Cohen, il a même soutenu Macron dans une tribune. Chaque fois qu'il passe à la télé, on ne dit pas Élie Cohen qui a soutenu Macron, Aguillon, on ne dit pas Aguillon qui a soutenu Macron. Enfin, vous voyez, on ne dit pas tel économiste est plutôt classé à droite. On le dit tout le temps pour les économistes de gauche. La gauche, elle veut plus rien dire. Hollande se disait de gauche, Valls se disait de gauche. Ils ont fait une politique, la même politique. Ils ont été encore. Macron disait qu'il était ni de gauche ni de droite. Il a fait une politique pro-riche encore plus forte que celle de Sarkozy. Chirac se disait de droite, il était peut-être de gauche. Au niveau international, il était plus de gauche. Au niveau français, il était quand même de droite. Enfin, ça veut plus rien dire aujourd'hui. Est-ce que il y a des gens qui se disent de gauche et qui sont prêts à justement retirer 11 milliards aux collectivités territoriales? J'avais écrit un livre en 2016 qui s'appelait Introduction inquiète à la Macron-économie, où je disais tout simplement que je voyais pas trop de différence entre ce que propose Macron et Sarkozy. Voilà, il dit qu'il faut flexibiliser le marché du travail, réduire les déficits, et que tout le monde disait que c'était un mec novateur. Moi, je disais sur la forme, c'est un mec nouveau. Oui, il est nouveau, il est jeune, il n'a pas 20 ans de carrière. Vous avez jamais cru à Macron? Enfin, jamais. Mais moi, mais je vous l'ai dit, il a présenté son programme un mois et demi avant le premier tour, d'accord? Il n'y a eu aucun commentaire. Dans son programme, il y avait par exemple 15 milliards d'économies sur l'assurance maladie, la santé. Alors là, il vous dit, oui, les blouses blanches, c'est important. Il voulait leur retirer 15 milliards. D'accord? 10 milliards sur l'assurance chômage. Alors, assurance chômage, il voulait retirer 10 milliards, mais il voulait offrir des droits aux auto-entrepreneurs, on s'en souvient, et aux démissionnaires. Donc, on aurait juste pu lui poser la question simple. Comment tu offres des droits à des nouvelles personnes en faisant des économies? Ça veut dire que tu vas retirer des prestations. Là, personne ne lui a posé la question. Il commence son interview dans les Échos, où il dit « Oui, l'Europe s'est perdue dans la réduction des déficits, ça a été une erreur stratégique. Qu'est-ce que je propose? Réduire les déficits. » Non mais, on aurait pu lui poser des questions. Et le mec, personne ne lui a posé de questions. Tout le monde a dit que c'était super, c'était un programme mesuré, etc. Je suis désolé, il y avait des questions à poser. Pourquoi les Gilets jaunes ont eu du mal, politiquement, à soutenir quelqu'un? Parce que les gens en ont marre des politiques. Aujourd'hui, le premier parti, c'est l'abstentionniste. Ils en ont marre, vraiment de ça, des gens qui sont de... Ils veulent, quelque part, je pense qu'il y a une demande de renouveau, alors qui est très difficile. Mais il y a eu quand même cette demande-là. Les Gilets jaunes voulaient être apolitiques. Effectivement, ça interroge. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ce réflexe au début, quand j'ai vu que le mouvement était soutenu dès la première semaine par le Front National et par le magazine d'extrême droite Minute, me semble-t-il, je me suis dit, alors que j'avais étudié l'impact des carburants, j'avais fait tout un tas d'études là-dessus, et j'avais même proposé le blocage des prix. Je défendais ça en 2011 à l'époque. Voilà, donc je savais l'impact que ça avait sur le pouvoir d'achat. Mais j'étais gêné. Et après, j'ai été les voir et j'ai vu que c'était pas du tout ça. Mais j'ai été gêné par ce soutien. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Mais pourquoi vous les avez pas soutenus avant, par exemple? Pourquoi la gauche l'a pas fait avant? Mais ils auraient dû le faire, justement. Il y a une partie de la gauche qui n'a jamais soutenu. Comment ça s'explique? Il y a une partie, le PS, j'ai jamais entendu parler des Gilets jaunes, le PS. Donc là, c'est un vrai problème. Je sais pas, c'était une erreur et moi, j'ai fait cette erreur aussi. Mais moi, je pense que là, la plupart des gens sont conscients. Il y a une volonté de convergence des luttes. Maintenant, il faut qu'elle s'accentue et qu'elle se matérialise. Mais les gens l'ont perçu. Les Gilets jaunes, les habitants des banlieues, les agriculteurs n'en peuvent plus. Et plutôt que de s'opposer, là, il faut maintenant qu'il y ait... Et on voit sur certains mouvements parfois des convergences de lutte, des appels à manifester. Vous avez pour les retraites, vous avez des syndicats, des Gilets jaunes. Et vous croyez qu'un nouveau leader va peut-être apparaître? Moi, qu'un leader apparaisse ou pas, il faudra en choisir un moment qui serve la majorité. Voilà. A priori, ce sera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Non, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Et Marine Le Pen ne sert pas la majorité, comme je dis dans le livre.